Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera consacrée à mon bilan culturel du mois de mai qui arrive effectivement le 2 juillet. Je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais entre la fin du semestre, mon stage dans une rédaction et désormais mon job d'été dans cette même rédaction, ces dernières semaines ont été très chargées et j'ai dû rattraper, on va dire, les films du mois de mai pendant le mois de juin et je crois que ça va être pareil pendant tout l'été. Donc je voulais aussi vous prévenir par le biais de cette introduction que ce rythme en dents de scie, il risque malheureusement de se poursuivre. Sans plus tarder, commençons par les longs métrages, et le 4 mai, nous avons eu la toute nouvelle production des studios Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Après les événements de Spider-Man No Way Home, c'est la pagaille dans le multivers. Surtout que arrive une adolescente, America Chavez, qui possède le don de se déplacer entre ces différents univers. Problème, elle est poursuivie par une entité maléfique qui veut à tout prix s'approprier cette capacité. Dès lors, notre super-héros favori, Doctor Strange, va décider de la prendre sous son aile afin de la protéger. Doctor Strange, c'est l'un des rares films du Marvel Cinematic Universe qui possède une véritable direction artistique. Puisque, si vous ne le savez pas, l'homme qui est à la barre de ce nouvel opus de Doctor Strange, c'est Sam Raimi, qui est notamment connu pour Evil Dead ou bien encore la trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire. Alors, il y a évidemment le cahier des charges que Marvel impose et que Sam Raimi est obligé d'appliquer puisque ça reste une production Marvel, mais disons qu'il essaye de les expédier aussi rapidement que possible. Ça passe par des dialogues qui sont filmés avec de simples chants contre chants, ou bien des scènes qui sont supposées faire avancer l'univers Marvel dans sa généralité, dans sa globalité, qui va essayer de se débarrasser dès qu'il le peut. Une fois qu'il est débarrassé de ses contraintes, Sam Raimi il peut se consacrer à ce qu'il préfère plus que tout, faire de l'horreur. Dès qu'il possède une petite marge de manœuvre, dès qu'il voit une certaine liberté dans la réalisation du film, eh bien il s'en empare. On retrouve réellement les codes du film d'horreur, même si évidemment on ne peut pas caractériser Doctor Strange in the Multiverse of Madness comme étant un film d'épouvante, parce que ça reste un film du Marvel Cinematic Universe qui doit d'une certaine manière rester tout public. En revanche, même s'il y a ces apports horrifiques que Sam Raimi ajoute, où on voit qu'il a eu une petite marge de manœuvre, eh ben j'ai du mal à considérer ce long métrage comme un film d'auteur, tout simplement parce que Sam Raimi, il n'a pas une entière liberté sur la création. Doctor Strange, ce nouvel opus, ça reste un énième film d'une franchise à succès, qui certes laisse une liberté relative à Sam Raimi, mais il n'empêche qu'il est quand même soumis aux contraintes et au cahier des charges de cet univers. Et donc, ça n'en reste pas moins une œuvre formatée, faite pour s'adapter dans ce grand univers que représente le Marvel Cinematic Universe. Oui, Doctor Strange, il y a des bonnes idées, mais il n'empêche que l'atout Sam Raimi que l'on brandit, eh bien, ça reste seulement une carte marketing. J'ai changé d'angle, ça me semble quand même beaucoup mieux. Désormais, on va s'attaquer au second long métrage qui n'est nul autre que Les Passagers de la Nuit de Michael Hirst. Les Passagers de la Nuit, ça se situe dans les années 80, à Paris plus particulièrement, où l'on suit donc le quotidien d'une famille, Elisabeth interprétée par Charlotte Gainsbourg, qui vient tout juste de se faire quitter par son mari, et qui tente tant bien que mal de trouver un emploi, tout en assurant le quotidien de ces deux adolescents. Elle trouve un emploi dans une émission de radio nocturne où elle fait la connaissance de Tallulah, une adolescente désœuvrée. Elisabeth décide de prendre l'adolescente sous son aile et Tallulah va tout simplement découvrir la chaleur d'un foyer et ce que ça fait que d'être aimée. À travers sa caméra, Hirst y tente de saisir une époque qui correspond à peu près au premier septennat de François Mitterrand. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne veut pas nous rendre nostalgiques de cette période ou chercher d'une quelconque manière à la sublimer. Lui, son objectif, c'est plutôt de retranscrire les changements sociétaux qui ont eu lieu donc, dans cette période post-30 glorieuse, où l'euphorie de ces 30 dernières années, elle s'est dissipée, et où les craintes sont désormais tournées vers l'avenir. Le film part de l'intime, de ses trajectoires de vie, afin de traiter de choses plus globales, de choses plus générales à cette époque. Évidemment, le personnage de Charlotte Gainsbourg qui essaie tant bien que mal de trouver un emploi et qui montre aussi la peur simplement après un tel essor économique de ne pas parvenir à trouver un job. On a le personnage de Judith, donc la fille aînée d'Elisabeth, qui elle veut se lancer dans la politique et qui représente l'aspect militant de la jeunesse de l'époque. On a de nombreux plans de nuit, ce qui est visuellement très agréable, d'autant plus que Michael Hirst il emploie une pellicule, ce qui donne un certain grain à l'image. Il y a deux défauts en revanche que je reproche au film, c'est déjà qu'il tire en longueur, puisque l'œuvre dure 2 heures, ce qui est long quand même, on va pas se le cacher.
parce que l'œuvre est principalement composée de scénettes, de scènes de vie qui s'enchaînent les unes après les autres, et donc que ça manque d'un réel fil conducteur. Toujours est-il que Les Passagers de la Nuit, ça reste une œuvre extrêmement douce, qui fait du bien à regarder, c'est comme un petit bonbon, mais le problème c'est que ça reste vite oublié. On va partir dans quelque chose de bien plus bestial, dans le long métrage The Northman de Robert Eggers, sorti le 11 mai. Dans ce film, on suit le jeune prince Hamlet qui va voir son père assassiné devant ses yeux par son oncle. 2 décennies plus tard, Hamlet est devenu un berserk, guerrier viking capable de rentrer dans une fureur bestiale. Il va revenir sur ses terres donc afin de mettre à exécution sa vengeance. Si vous connaissez le cinéma de Robert Eggers, vous savez qu'il s'intéresse énormément aux mythologies. C'était le cas dans The Witch où il mettait en scène donc les sorcières, The Lighthouse qui avait été un immense coup de cœur pour ma part, dans lequel il parlait donc des mythes marins, et ici The Northman où il s'intéresse à la mythologie nordique. Les œuvres de Robert Eggers, elles baignent dans un tel mysticisme qu'on arrive à un moment où on n'est même plus capable de distinguer ce qui est réel ou ce qui est chimérique. The Northman ne déroge pas à la règle. Il s'agit même, selon moi, de son long métrage le plus accessible, quoique il faut faire attention à ne pas se faire avoir par la bande-annonce qui vante une sorte de grande épopée viking, parce que oui, il y a bien quelques scènes d'action, notamment une impressionnante scène où ils attaquent un village, mais n'y allez pas en vous attendant à voir des hommes poilus qui lancent des haches dans tous les sens, parce que ce n'est pas le cas. Évidemment, il y a un peu de ça, mais pas autant que ce que les bandes annonces pourraient laisser penser. D'ailleurs, pour The Northman, on pourrait même parler de contemplatif à certains moments, tant on a des plans qui traînent en longueur. C'est évidemment une façon pour Robert Eggers aussi de développer son univers, en s'attardant notamment sur certains détails de son environnement, puisque Robert Eggers c'est quelqu'un qui a tendance à laisser de côté le développement de ses protagonistes au profit de son univers. Ici, par exemple, le personnage d'Hamlet, donc le parcours mené par Hamlet, ce n'est qu'un prétexte pour développer l'univers autour. En effet, donc on va suivre ce personnage tout au long du film, qui ne va pas, qui n'est pas des plus passionnants, c'est un personnage plutôt simple, plutôt simplet même, hein, on va pas se cacher, mais qui nous donne à voir en fait le monde viking, aussi bien dans sa barbarie que dans ses croyances. Autre film, cette fois-ci sorti le 18 mai en salle, c'est le film d'ouverture du Festival de Cannes, remake d'un film japonais, cette fois-ci donc réalisé par Michael Hazanavicius, Coupé. Dans Coupé, donc on y suit un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté où une véritable apocalypse zombie va se déclencher. Le pitch du film, il est assez simple, mais comme je vous le disais, il s'agit du remake d'un film japonais nommé Ne coupez pas. Sauf que, attention, Coupé parle moins de zombies que de cinéma. Si jamais vous cherchez un film d'horreur, passez votre chemin. Parce que l'horreur, le bain de sang, il est bien présent, mais il ne s'agit que d'artifice. La première partie de Coupé, elle est pour le moins déroutante, puisque pendant 30 minutes, on va suivre le tournage de ce film où tout semble être factice. C'est-à-dire qu'on a la caméra qui bouge dans tous les sens, les acteurs qui jouent volontairement faux, ça crie partout, on a de nombreuses incohérences, à tel point que parfois il y a des éléments où on dirait que c'est des problèmes qu'on tente de pallier avec les moyens du bord. C'est littéralement un série Z. La cadence elle est rapide, bien trop rapide, et on peine à comprendre où est-ce qu'on veut nous amener. Pour tout vous dire, au terme de ces 30 minutes, je m'interrogeais, je me disais mais où est-ce que Michael Hazanavicius il veut m'emmener, et surtout je craignais ce qui allait se passer ensuite parce qu'il restait quand même 1h30 de film derrière, et quand je voyais en fait l'état de la première partie, je comprenais pas, c'est ça en fait, j'étais dans la confusion. Jusqu'à ce qu'il y ait un grand retournement de situation qui arrive, et je vais pas vous en parler parce que c'est ce qui fait réellement la qualité de l'œuvre. À partir de ce moment-là, le film il adopte une tournure totalement différente. La réalisation, elle retombe dans quelque chose de beaucoup plus classique, mais elle donne un sens à tout ce que l'on a vu précédemment. Les 30 minutes déroutantes qu'on avait auparavant et que j'ai eu un peu de mal à digérer, je vous avouerai, désormais je les affectionne énormément parce qu'elles ont pris sens dans la seconde partie de l'œuvre. Sans trop en dévoiler, et pour en revenir à ce que je disais un peu plus tôt, le film préfère détailler la création de l'œuvre et la manière avec laquelle une équipe, on va dire même confrontée à des difficultés, s'unit pour un but commun, en l'occurrence ici, la réussite d'un tournage. Avant-dernier film dont j'ai envie de vous parler et qui était diffusé en compétition à Cannes, c'est le nouveau David Cronenberg, Les Crimes du futur. Nous sommes dans un monde où les hommes sont capables de modifier et muter leur corps à volonté. Notre protagoniste, c'est Saul Tenser, interprété par Viggo Mortensen, qui, accompagné de son assistante et épouse Caprice, cette fois-ci il s'agit de Léa Seydoux dans le rôle, les deux donc montent des spectacles dans lesquels
Saul Tenser met littéralement en scène la métamorphose de ses organes. Sauf que la notoriété de Saul va faire qu'il va être approché par un mystérieux groupe d'individus qui est bien décidé à utiliser sa popularité pour révéler au monde la prochaine étape de l'évolution humaine. Moi, ce que j'ai aimé dans les films du futur, c'est son univers crasseux. C'est un univers sale dans lequel David Cronenberg balade sa caméra, il nous emmène dans des ruelles malfamées, dans des lieux peu fréquentables, et c'est d'autant plus intéressant que c'est un univers dans lequel les hommes sont devenus, donc avec ces mutations, insensibles à la douleur. Et donc, on peut faire ce qu'on veut à son corps sans souffrir. Et moi, c'est quelque chose qui m'intrigue, parce que justement, dans ce cas-là, comment est-ce que l'homme meurt ? Typiquement, en monde, on a le personnage de Caprice, donc le personnage de Léa Seydoux, qui explique qu'il y a presque plus d'infections, en fait. Il y a plus ces infections-là qui peuvent tuer l'homme. Donc qu'est-ce qui fait que l'homme peut mourir ? Puisqu'on a beau l'entailler, eh bien, il ne sent pas la douleur. On a des personnes aussi qui s'entaillent le visage par pur esthétisme. Ça aussi, on le voit dans le film. Bien sûr, le long métrage, lui, s'intéresse avant tout à la dimension artistique, à la manière avec laquelle on peut utiliser son corps pour créer. Mais je vous avouerai que j'aurais adoré en voir plus sur cet univers. Alors, évidemment, j'ai conscience que Les Crimes du futur, ce film, ce n'était pas le bon endroit, on va dire, pour développer plus de choses sur cet univers, mais j'adorerais voir des œuvres dérivées là-dessus, parce que selon moi, il y a réellement quelque chose à exploiter. D'ailleurs, le personnage de Kristen Stewart l'évoque à un moment, la chirurgie, c'est devenu le nouveau sexe. On constate une érotisation des scènes de chirurgie qui est assez fascinante à observer. D'ailleurs, c'est d'autant plus flagrant à travers donc son personnage qui, à un certain moment, fait pénétrer une sonde dans les entrailles de Viggo Mortensen et elle ne peut s'empêcher de frémir de plaisir. Il y a beaucoup d'ailleurs de personnes qui évoquent leur envie de se faire entailler à leur tour après avoir assisté à une performance de Saul et de Caprice. C'est réellement une forme... en fait, c'est du porno, quoi, mais... de manière chirurgicale, on va dire. Les gens viennent chercher quelque chose de sensuel dans les spectacles que font Saul et Caprice. Et de toute manière, en règle générale, la manière avec laquelle Cronenberg filme ses actes, eh bien ça reprend les codes des scènes de sexe, littéralement. On a la montée en tension qui est dépeinte, tandis que la caméra s'attarde sur le visage des personnes lors de leur ascension vers la jouissance. Mais il y a quand même un point négatif qui me semble indispensable à aborder, et c'est ce qui m'a totalement, on va dire, perdu dans Les Crimes du futur, c'est le fait que le long métrage laisse énormément d'interrogations en suspens. C'est-à-dire qu'au terme de ces 2 heures, le générique de fin apparaît et ça nous laisse dans une confusion totale. Mais là, c'est même pas une fin ouverte, c'est-à-dire qu'on a plein de portes que Cronenberg ouvre dans son film, mais qu'il ne referme jamais. Tu termines ton visionnage des Crimes du futur en étant déjà désarçonné, parce que tu as le sentiment qu'on t'a coupé en plein visionnage, mais tu es frustré aussi parce qu'il te reste plein de questions en suspens auxquelles tu aimerais tant avoir des réponses. On va passer au gros bout de la vidéo et je vous cacherai pas que je n'aurais aucune envie d'aborder ce film parce que j'ai détesté le premier opus. La suite est regardable, je ne renierai pas avoir passé un bon moment devant, mais il n'empêche qu'il faut qu'on évoque Top Gun Maverick, donc suite du premier Top Gun, qui a fait ses débuts au Festival de Cannes en hors compétition. On y retrouve le personnage de Maverick interprété par l'immortel Tom Cruise. Donc Tom Cruise qui est de retour en tant que Maverick, il est désormais pilote d'essai, sauf qu'il va être chargé de former de jeunes élèves issus de l'école Top Gun pour une mission spéciale qu'aucun pilote n'aurait jamais imaginée. Avant de commencer, il me semble important d'évoquer mon rapport au premier film Top Gun qui, comme je vous le disais, ne m'a pas du tout conquise. En fait, j'aime pas ce milieu masculin dans lequel on se défie pour voir qui est la plus grosse. Je n'aime pas le personnage de Tom Cruise, Maverick, qui est imbu de lui-même, bien trop confiant. Je n'aime pas le traitement du seul personnage féminin du film, dont l'unique caractéristique narrative est de se taper Tom Cruise. Elle ne sert qu'à ça. Je n'aime pas le scénario qui tient sur un bout de serviette, mais je ne renie pas le fait qu'il incarne une époque et que s'il est culte, c'est bel et bien parce qu'il a eu une excellente réception publique, bien que la critique presse n'y ait jamais été favorable. Autant vous dire qu'avec un tel dégoût vis-à-vis de la première œuvre, je redoutais de découvrir Top Gun Maverick, et il s'avère que j'ai quand même été agréablement surprise. On a un découpage de film extrêmement dynamique, ce qui fait que ces 2 heures, on ne les voit pas passer. D'autant plus que c'est souligné par la maîtrise du mixage sonore, qui en fait une œuvre électrisante. C'est un film qui vient te saisir dès les premières secondes et qui ne te lâche plus jusqu'à ce que résonnent les dernières notes de la bande originale chantée donc par Lady Gaga. Forcément, le film applique la même recette gagnante que le premier opus, quitte à retomber dans les mêmes travers, hein, ça on ne se le cache pas. On a évidemment cette scène où des mâles hétéros blancs font du sport torse nu sur la plage, on a évidemment le personnage féminin qui est un peu plus développé, hein, mais qui, bon, se tape Tom Cruise aussi.
On a Maverick qui a vieilli, donc qui je pense aussi est peut-être moins supportable qu'il pouvait l'être lorsqu'il était plus jeune. Mais comme je le disais, ça applique donc la même formule gagnante. Passons désormais aux séries et à la première série Marvel de cette année qui a achevé sa diffusion donc durant le mois de mai. Cette série, elle met en scène un personnage qu'on ne connaissait pas dans l'univers cinématographique, puisqu'en général, les séries Marvel ont toujours eu tendance à nous montrer des personnages que l'on connaissait auparavant. Ici, c'est un personnage inédit qu'on nous présente, interprété par Oscar Isaac. Il s'agit de la série Moon Knight. Nous y suivons Steven Grant, un employé discret d'une boutique des souvenirs qui est victime de perte de mémoire et souvent hanté par des visions d'une autre vie. Steven va découvrir qu'il partage son corps avec Mark Spector, un mercenaire qui, il y a de cela quelques années, a conclu un pacte avec le dieu de la lune, Khonshu, afin d'être son avatar, autrement dit, sa représentation sur la Terre. Il s'avère donc que Mark Spector / Steven Grant ont la possibilité de se transformer en Moon Knight, le chevalier de la lune. Moon Knight est une série qui n'a rien d'attaché à l'univers Marvel. D'ailleurs, moi je me demande encore comment est-ce qu'ils vont faire la liaison avec le MCU, parce qu'on n'a aucun élément qu'on a vu auparavant dans l'univers Marvel. Ce que j'ai aimé dans Moon Knight, outre la mythologie égyptienne, c'est la façon avec laquelle l'histoire est amenée. Puisque nous découvrons la série avec le personnage de Steven Grant, qui donc lui, comme je le disais, souffre de perte de mémoire, et on va découvrir son passé, on va découvrir finalement toute sa mythologie égyptienne, toutes ses croyances liées à Khonshu, donc le dieu de la lune, en même temps que lui. Ce qui fait que il y a certains moments où on le suit, d'un coup on a un cut, il va se retrouver dans une mare de sang, comme ça. Puis d'un coup, nouveau cut, il va se retrouver dans le bus. Et puis nouveau cut, il va se retrouver dans son lit. Et en tant que spectateur, on se retrouve aussi perdu que notre protagoniste. Et c'est une sorte de narrateur non fiable, évidemment, parce qu'on ne peut pas croire en lui, puisqu'il nous rapporte une vision biaisée des faits. Nous cheminons à son côté tout au long de la série, et plongeons, en même temps que lui, dans les tréfonds de sa personnalité. Sa découverte, elle est la nôtre. Initialement, nous avons introduit Moon Knight comme une série violente. Je tiens à rassurer les plus froussards, il n'y a pas d'effusion de sang ici. Quoique, mais la véritable violence, elle est surtout psychologique. Parce que, au fur et à mesure qu'on découvre son personnage, on réalise que l'événement déclencheur, ce qui a fait que sa personnalité a été scindée en deux, c'est un traumatisme. Et elle est là la véritable horreur. C'est ce qui a fait que notre personnage, eh bien, se retrouve en fait dans un tel malheur aujourd'hui. La thématique de la maladie mentale, elle est appuyée par la formidable performance d'Oscar Isaac, qui offre l'interprétation de plusieurs personnages reconnaissables par ses seules expressions faciales. Passons à la deuxième série dont j'ai envie de vous parler, qui est un coup de cœur animé. C'est Bungo Stray Dogs, dans lequel on suit une agence de détectives qui possède des super pouvoirs. Cette agence, leur objectif, c'est de lutter contre le crime organisé, plus particulièrement contre la mafia. Malgré deux partis en apparence distincts, d'un côté l'agence de détectives et de l'autre la mafia, il n'y a pas de gentils ou de méchants concrètement dans Bungo Stray Dogs. Nos personnages se situent pour la plupart dans une moralité trouble où il est difficile de déterminer la limite entre le bien et le mal, ce qui fait que ce sont des personnages qui sont compliqués à saisir au niveau de leur caractère, mais qui sont par conséquent d'une grande richesse en termes de développement narratif. La particularité de Bungo Stray Dogs, c'est que chaque personnage est nommé d'après un écrivain célèbre. Et comme ce n'était pas suffisant, ils en adoptent aussi des traits de caractère. Je vais prendre l'exemple de Dazai Osamu, qui est le chou des dames, et le mien également, qui est façonné d'après l'écrivain japonais du même nom, Dazai Osamu. Dazai Osamu, c'est un écrivain qui a tenté à sa vie à de nombreuses reprises, ce qui fait que dans l'animé, ce cher Dazai, eh bien, c'est un maniaque du suicide, à tel point que ça en devient un running gag. Il n'a de cesse de tenter de nouvelles méthodes pour mettre fin à ses jours, aux grandes dames de ses collègues qui ramassent à chaque fois les pots cassés. En revanche, Bungo Stray Dogs, c'est une œuvre qui se fait attendre, puisque le récit connaît un démarrage longuet. Il préfère d'abord présenter ses personnages au fur et à mesure, à travers les missions qui leur sont confiées, avant de réellement mettre en place les enjeux. Disons que l'intrigue, elle met du temps avant de débuter réellement, et donc il faut patienter un peu avant de voir Bungo Stray Dogs prendre son envol. Enfin, dernière catégorie dont j'ai envie de vous parler, il s'agit des livres. C'est le prix Goncourt de l'an dernier, tout simplement, que j'ai trouvé au prix de 4 € dans la librairie d'occasion près de chez moi. Autant vous dire que j'ai pas pu m'empêcher de me le procurer. C'est L'Anomalie, donc, d'Hervé Le Tellier. L'Anomalie commence par un événement pour le moins particulier. En mars 2021, un avion qui faisait Paris-New York se pose. Rien de surprenant à cela, sauf que 3 mois plus tard, au mois de juin 2021, on a un second avion qui se pose, un avion qui faisait également Paris-New York,
Et il s'avère qu'à son bord, eh bien, ce sont les mêmes passagers qui avaient effectué le vol au mois de mars. Ces personnes, elles se sont en réalité dédoublées. Dès lors, on va suivre la réaction de l'armée, la réaction des personnes, mais aussi la réaction du monde face à cet événement tout simplement exceptionnel. Ce que j'ai aimé dans l'anomalie, c'est le cynisme d'Hervé Le Tellier sur le comportement des hommes. Il a de nombreuses réflexions, et vous pouvez voir au nombre de post-it que j'ai mis, qui sont teintées d'humour noir, puisque toutes ces personnes donc, qui se retrouvent face à leur double, elles sont dépourvues de repères en fait face à cette situation qui est inédite, et donc leur soi véritable est mis à nu, ce qui fait que le pire en chacun d'entre eux est révélé, qu'il s'agisse des proches ou des victimes elles-mêmes. On a un nombre important de personnages qui sont présentés un à un dans le premier tiers de l'œuvre. Ce sont des chapitres de 6-7 pages environ, et c'est pas trop long, mais en même temps suffisant pour qu'on s'attache à chacun d'entre eux. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que ce sont des personnages qui sont désabusés, qui sont épuisés par la vie, et qui, pour certains d'entre eux, vont voir une seconde chance dans cette opportunité finalement d'avoir un deuxième soi sur la Terre. En parallèle de ça, on a aussi les instances qui sont totalement dépassées par cet événement extraordinaire, et ce qui montre aussi que nul n'est armé pour affronter l'inconnu. Ce qui résonne particulièrement après la pandémie, forcément, on a bien vu l'incapacité des plus grands à mettre en place des solutions. Parce que face à quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est très compliqué de ne pas céder à la panique. On a aussi plein d'hypothèses scientifiques qui interviennent dans le roman, et je sais que ça a pu en dérouter aussi certains, mais l'avantage c'est que lors des explications des hypothèses scientifiques, on a la présence du président américain qui semble évidemment être Donald Trump, même si son nom n'est pas mentionné, on se doute que c'est lui, et c'est quelqu'un qui n'y connaît rien, et non, qui n'hésite pas à demander à ralentir le rythme, à tel point que les scientifiques, pour faire en sorte que l'explication soit limpide, vont utiliser des références qu'on connaît tous, telles que Star Trek ou Interstellar. Pour faire court sur l'anomalie, parce que c'est un ouvrage dont je pourrais encore parler pendant des heures, c'est une œuvre qui est riche en réflexions, qui aborde de nombreuses thématiques, mais qui en revanche ne perd jamais de vue l'idée de mettre à nu l'espèce humaine. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos coups de cœur du mois de mai ou ce que vous avez pensé sur les films présentés, ça m'intéresse. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.